Bonjour vous. Pour ceux qui ne le savent pas et qui arrivent sur la chaîne, j'ai lancé mon activité de freelance il y a 2 ans, en novembre 2023, et pour l'occasion, j'avais envie de vous faire une petite FAQ. Parce que sur Instagram, vous êtes nombreux à venir me poser généralement les mêmes questions, j'ai décidé du coup d'y répondre ici en toute transparence et en toute franchise sur YouTube. Je vous conseille d'aller vous faire un petit thé ou un petit café parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Du coup, j'ai préparé toutes vos petites questions ici, je les ai classées par catégorie et on va y répondre maintenant. J'ai pas préparé les questions à l'avance, je les ai juste lues, mais j'ai pas écrit de script pour chaque question, donc en fait, je vais pouvoir vous répondre comme ça, sur le vif, sans forcément y réfléchir, donc comme ça, vous allez pouvoir avoir une réponse transparente. Pour la première catégorie, on est plutôt sur des questions liées au graphisme. Et la première question, c'est du coup, as-tu toujours été dans le graphisme ? Eh bien non, j'ai pas toujours été dans le graphisme, ou du moins au tout début de mes études, c'était pas forcément le chemin vers lequel je me destinais. Pour vous résumer mon parcours très rapidement, pendant mes études, j'ai fait du coup un bac STMG, donc plutôt dans le management et la gestion, sauf que moi j'avais fait option marketing, donc j'étais plutôt destinée à être dans le commerce de base. Donc j'ai eu ce diplôme du baccalauréat et ensuite je me suis dirigée à l'université pour faire un DUT technique de commercialisation. D'ailleurs j'ai fait tout mon parcours d'études en alternance, donc à ce moment-là j'étais en alternance dans une entreprise en tant qu'assistante commerciale. Et ça m'a vraiment pas plu, j'étais pas du tout destinée à être vendeuse ou commerciale, j'ai vraiment pas cette fibre de négociation, cette fibre de vendre des produits, et j'avais un cours de communication quand j'étais à l'université et ça m'a vachement plu et je me suis dit que j'avais envie d'aller plutôt vers ce chemin-là. J'ai réalisé du coup un bachelor communication, comme ça me permettait de voir en 360 ce qu'était la communication, donc j'ai pu apprendre la relation presse, le graphisme, la stratégie de communication, les réseaux sociaux, etc. Donc toujours en alternance à ce moment-là dans la même entreprise où j'étais assistante communication. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai mis un pied finalement dans ce monde de la communication. Et pour terminer mes études, du coup, j'ai fait 2 masters, enfin j'ai fait une première année de master à Sub de Pub en graphisme. Donc là, j'étais dans une agence de communication, c'était trop bien. J'étais directrice artistique et community manager. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je voulais être dans le graphisme et que je voulais créer finalement des choses, donc des identités visuelles, des vidéos, faire du motion design, faire plein de choses parce qu'en agence de communication, je créais plein de trucs et j'adorais ça. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu le Covid. Donc finalement, j'ai fait ma première année du coup à Paris dans cette école en première année de master et j'ai fait une deuxième année de master dans une école ici à Tours, plutôt en stratégie du coup de communication. Et là, j'étais community manager pour Auchan. Donc ça, c'était trop bien. J'ai pu voir un petit peu ce qu'étaient les réseaux sociaux, gérer une page Facebook. Donc c'était plutôt intéressant. Et du coup, après mes études, j'ai trouvé directement un CDI en tant que chargée de communication graphique et audiovisuelle dans mon ancienne entreprise du coup où j'étais avant. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Donc non, j'ai pas du tout commencé à être dans le graphisme, j'avais pas du tout prévu d'être dans la communication de base, c'est juste que le parcours dans lequel j'étais, en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Déjà à la base, le bac STMG c'est pas du tout ce que je voulais faire, moi je voulais faire plutôt un bac L pour travailler avec les langues, et finalement au vu de mon niveau d'études, on m'a obligée à faire ce bac là, et finalement je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui j'ai des bases solides dans tout ce qui est management, gestion et stratégie, et ce qui m'a permis de pouvoir continuer toutes mes études, et j'ai acquis du coup cette compétence de graphisme un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette petite question, et du coup on passe à la suivante. Ton plus beau projet / ton projet de rêve. Alors pour mon plus beau projet, je pense que ceux qui me suivent depuis l'année dernière savent de quel projet il va s'agir, puisqu'il s'agit tout simplement du projet Flamme Café. Si vous n'avez pas suivi, j'ai travaillé avec Léonard qui est un YouTuber et qui a créé sa marque de café, et du coup j'ai pu l'accompagner dans la création de son identité visuelle, mais pas que, aussi de ses packaging. Donc c'était vraiment un processus trop cool, le fait de vraiment bosser de A à Z sur une marque, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai adoré travailler sur ce projet-là. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver du coup cette marque de café. Je vous mettrai son lien vers son site internet dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu l'identité graphique et les packaging. D'ailleurs, j'avais retravaillé sur de nouveaux packaging, donc je sais pas encore ce que Léonard a prévu, mais peut-être qu'il y aura des nouveaux packaging dans le futur. Donc c'est vraiment mon plus beau et mon plus gros projet. Et mon projet de rêve, peut-être qu'il va arriver en fin d'année. Je vous ai parlé dans ma vidéo bilan du mois d'octobre que j'avais peut-être un projet, en tout cas rêve,
qui pourraient être signées et mon projet de rêve, c'est en fait de faire l'identité graphique d'un restaurant parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire et à concevoir pour la restauration. Donc là, j'adorerais faire l'identité visuelle, les cartes, donc les menus, mais faire aussi effectivement les tables. Pourquoi pas toute la partie vitrophanie aussi d'un restaurant. Il y a aussi les habits, les cartes de visite. On peut faire vraiment une multitude de choses et s'éclater. Donc ça serait vraiment mon projet de rêve, réaliser une identité graphique de A à Z pour un restaurant ou pour un lieu type hôtel aussi, ça pourrait être hyper intéressant. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir faire ça, donc j'espère dans le futur pouvoir signer un contrat comme celui-ci. Une autre question que j'ai reçue et qui fait suite à l'actualité, parce que je pense que vous êtes nombreux à vous poser vous-même cette question si vous êtes graphiste. J'ai reçu du coup, as-tu peur de l'IA et de l'avenir de mon métier? Alors, l'IA commence vraiment à à faire peur, dans le sens où maintenant on peut créer des choses extraordinaires par IA sans vraiment s'en rendre compte. Et je pense qu'il n'y a pas que les métiers de graphistes qui sont touchés en règle générale. On a les métiers de photographe, on a les métiers de doubleur, on a les métiers qui sont liés au cinéma, qui sont liés à la vidéo, qui sont liés à la création graphique en règle générale. Donc il n'y a vraiment pas que le métier de graphiste. D'ailleurs, Justin Buisson a sorti une vidéo effectivement sur l'IA et sur le motion design. Je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est super intéressante et je vous invite à la voir sur des gens effectivement qui utilisent l'IA dans leur quotidien et vraiment des gens qui sont un petit peu contre à l'utiliser et voir aussi un petit peu la différence de rendu entre des personnes qui passent par After Effects et des personnes qui passent effectivement par des prompts et plusieurs IA pour donner un rendu d'une même animation. Donc hyper intéressante comme vidéo. En tout cas, moi, non, l'IA me fait pas forcément peur. Je pense qu'il faut apprendre à travailler avec et que de toute façon, les personnes avec qui je travaillerai feront, je pense, la part des choses. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'ont pas de budget et qui veulent passer par l'IA, soit, mais je pense qu'il y aura toujours des personnes qui voudront travailler avec des humains et travailler sur de chouettes projets sans forcément passer par l'IA. Et je pense que de toute façon, c'est un peu comme Canva, il y a des personnes, on peut très bien aller faire un logo sur Canva gratuitement, mais effectivement, derrière, si on n'a pas de stratégie, si on n'a pas un petit peu d'expertise et si on ne sait pas où on veut aller, on aura forcément un logo un petit peu médiocre ou en tout cas qui ne correspondra pas à l'entreprise. Mais si on passe par un professionnel, on aura le savoir-faire qu'il y a derrière, on aura les compétences, on aura l'œil. Alors je veux dire, c'est comme dans tout type de métier, par exemple, je pourrais très bien repeindre un mur tout seul, mais le peintre le fera sûrement mieux que moi. Pareil pour tout type de métier, je pourrais refaire ma voiture de A à Z, mais je ne m'y connais pas du tout, alors que je pourrais très bien l'emmener chez un garagiste et ça irait beaucoup plus rapidement que si je le faisais moi-même. Donc en fait, je pense que dans tout corps de métier, il y a la solution de gens qui n'ont pas forcément un budget et qui essayent de le faire tout seul, et il y a des gens qui vont vouloir passer par des professionnels. Alors peut-être qu'effectivement, notre métier sera plus impacté que ce qu'il est actuellement, mais il faut faire comprendre aux gens que l'IA, c'est pas forcément toujours une bonne chose, qu'ils vont avoir simplement la même chose que leurs concurrents, que ça va pas être adapté forcément à ce qu'ils veulent. Voilà, je sais pas trop l'avenir en tout cas que ça va avoir dans le futur. Moi, je travaille pas forcément beaucoup avec l'IA, hormis l'IA de Photoshop, quand j'ai besoin effectivement soit de recréer une partie d'image ou quand j'ai besoin de supprimer un élément. J'ai découvert récemment Adobe Firefly avec Nano Banana et j'avoue que j'ai déjà fait des prompts de photos, c'est-à-dire que je me prends en modèle et je prompte quelque chose pour que ça donne comme si c'était un shooting photo et c'est assez fou. En termes de rendu, on n'a pas du tout l'impression que c'était de l'IA et d'ailleurs j'avais mis une story sur mon autre compte personnel et les gens ont pensé que c'était un vrai shooting alors que c'était de l'IA. Donc là, à ce niveau-là, ça fait un peu peur, je dois l'avouer. Mais sinon, je n'ai jamais testé de créer un logo entièrement en IA, ça doit être possible. Mais après, je me pose des questions en termes de vecteurs, en termes de qualité, si ça fonctionne vraiment. Donc je préfère me tenir un petit peu éloignée de l'IA, m'en servir quand j'en ai vraiment besoin pour essayer d'aller un peu plus vite. J'ai un assistant IA quand j'ai besoin de poser des questions et que ça aille vite, mais de là à remplacer le métier de graphiste, je sais pas. Et j'avais une petite question comme ça, faut-il avoir un abonnement payant à Canva? Moi j'ai un abonnement payant à Canva, ça m'aide à réaliser toutes mes
tous mes posts sur les réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, mes miniatures YouTube, mes posts Instagram, etc. Comme ça, j'ai tout au même endroit et c'est vrai que je peux travailler de ma tablette, de mon ordi et de mon téléphone, donc c'est plutôt rapide. Après, j'avoue que c'est pratique dans le sens où tu peux débloquer toutes les fonctionnalités, t'es pas bloqué parce que y a une image ou un élément qui est payant. Après, je pense pas que ça soit obligatoirement nécessaire d'avoir un abonnement Canva, surtout que, je sais pas si vous êtes au courant, mais Canva a racheté Affinity et Affinity est désormais gratuit, donc vous pouvez avoir Photoshop, Illustrator et InDesign, donc leur équivalent, gratuitement en ayant un compte gratuit de Canva. Donc je pense que ça reste largement suffisant pour faire des créas. On va passer du coup à la catégorie suivante où j'ai que 2 questions et c'est plutôt une catégorie auto-entrepreneuriat. Ça c'est une question qui est pas facile parce que même là en la lisant j'essaye de réfléchir à une réponse mais je sais pas trop ce que je vais vous dire, donc c'est si tu devais recommencer, est-ce que tu te lancerais? Et ça c'est hyper dur parce qu'en fait je suis dans un contexte où je me suis lancée un peu par défaut / par choix parce que du coup ça s'est très mal terminé dans mon ancienne entreprise et j'ai dû rebondir assez vite parce que je ne trouvais pas d'emploi et du coup je me suis dit que j'allais me lancer un challenge et voir où je peux mener mon auto-entreprise toute seule avec mes compétences. Au vu de la première année qui était quand même une année pas super simple parce que c'est la première année où on prend ses marques, où on découvre aussi des petites choses sur le freelance, notamment l'URSSAF, notamment les impôts, notamment la CFE, ça peut faire un petit peu peur de se lancer aussi. C'est vrai que la première année a été difficile dans le sens où je n'avais plus mon salaire par mois, ni les avantages de l'entreprise. Donc par exemple, j'ai dû prendre ma propre mutuelle aussi. Mais à côté de ça, maintenant ça fait 2 ans et en fait je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai bossé sur des projets exceptionnels avec des clients exceptionnels et de me dire que j'ai pu générer un chiffre d'affaires en étant ma propre patronne, c'est quand même une belle fierté. Le plus dur maintenant, c'est de continuer sur la même lancée parce que la première année, je vous cache pas que je pense que c'est la plus dure. La deuxième année, il y a pas mal d'évolutions. Genre moi là, je pense qu'en la deuxième année, j'ai pas mal bien évolué. Et la troisième année, ça va être vraiment l'année charnière où c'est rentable ou c'est pas rentable. Mais je pense que si je devais recommencer, je pense que je me lancerais. J'essaierai peut-être d'en savoir un petit peu plus sur mon statut et de faire les choses autrement ou peut-être qu'il y a des choses que je ferai autrement. Mais sinon, je pense que je me lancerai en graphiste freelance. Alors, question qu'on me pose absolument tout le temps, comment je trouve mes clients? Je les trouve pas. Vraiment, je ne les trouve pas. Je vous explique. J'ai testé justement pendant cette première année de faire plein de choses en termes de prospection et ça n'a absolument rien donné. Donc j'ai commencé par faire des networking. Pendant 1 an, je faisais ça. Donc des networking, c'est pendant 3 minutes, on fait des espèces de tours de table et on discute, on pitch notre entreprise, nos activités et ce qu'on fait à d'autres entrepreneurs, patrons d'entreprise. Mais je n'ai jamais, je crois, réussi à signer un contrat avec ces personnes-là, des networking. Donc j'ai vite laissé tomber parce que ça prenait un temps fou pour peu de résultats. Voire pas du tout. Ensuite, j'ai testé la prospection par mail. J'ai testé la prospection par téléphone. Une catastrophe, les appels à froid c'est une horreur. Et j'ai testé la prospection avec des audits et ça n'a absolument rien donné non plus. Donc en fait j'ai laissé tomber la prospection parce que c'est du temps perdu pour absolument rien du tout et je me suis consacrée plutôt à construire mon réseau et à construire surtout mes réseaux sociaux. Du coup les clients que j'ai eus c'est parce que sur LinkedIn, là c'est plus trop le cas mais j'étais super active, je postais 2 fois par semaine. J'ai pas mal pris aussi en abonnés et apparemment je pense que j'étais bien classée dans les recherches quand les gens tapaient graphiste tour ou en tout cas graphiste autour d'eux puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont trouvé par ce biais-là, donc qui est LinkedIn. J'en ai d'autres qui m'ont trouvé par le biais de Google aussi, donc le site internet a plutôt bien marché, donc ils tapaient, je sais pas, graphiste freelance tour, et après, c'est à l'affinité, c'est-à-dire que peut-être que mon site, il leur a plu, et du coup, ils m'ont contacté par ce biais-là, et sinon, mon troisième, c'est le bouche à oreille, tout simplement. Je demande toujours à mes clients de me mettre un avis Google, qui aide énormément, et après, ils sont contents, donc ils en parlent autour d'eux, et c'est principalement LinkedIn et le bouche à oreille. Donc, je vais pas forcément trouver mes clients, j'ai pas de recette miracle à vous donner. Franchement, trouvez ce qui vous plaît dans la manière dont vous fonctionnez aussi, dont vous êtes le plus à l'aise, parce que le plus dur c'est aussi de croire en ce qu'on fait et d'aller le vendre. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur. Donc une fois que vous avez trouvé votre process et savoir comment faire, je pense que les clients viendront tout seuls. Mais c'est un énorme travail de se créer un réseau. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut parler autour de soi. Le premier cercle, c'est forcément les amis et la famille, peut-être vos anciens collègues aussi. Distribuer des cartes de visite, déposer même des cartes de visite dans des magasins, dans des lieux que vous aimez bien.
Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de tips à vous donner pour trouver des clients, puisque même moi, malheureusement, c'est pas toujours simple et parfois, certains mois, je galère pas mal. On arrive sur une catégorie qui vous intéresse aussi pas mal, qui est la catégorie liée à l'argent. Donc, question, peux-tu nous dire comment tu calcules tes tarifs? C'est une très bonne question parce que je suis tout le temps en train de me demander combien je vais facturer telle ou telle prestation. Déjà, j'ai fait une espèce de petite veille autour de moi sur l'identité visuelle, puisque généralement l'identité visuelle, c'est un espèce de forfait où on inclut dedans les logos, les fichiers, les typographies, les couleurs. On a tous un petit peu le même package d'identité visuelle. Et j'ai été regarder sur les sites concurrents de graphistes à combien ils facturaient tout simplement leur identité visuelle, et j'ai essayé de me caler par rapport au marché. Donc j'ai un prix à partir de 1400 €. Et après, ça dépend par rapport aux allers-retours, par rapport aux documents aussi rajoutés dans l'identité visuelle. Donc ça, c'est plutôt fixe. Après, pour les autres prestations, type flyers, affiches, documents, PDF ou autres, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, généralement, j'ai un espèce de taux horaire que je vais calculer selon le temps que je vais passer sur le document. Donc ça va être vraiment une estimation par rapport aussi au nombre de pages, combien il y a de... Si les textes, il faut que je les rédige, si je vais avoir déjà les photos, si je vais avoir des recherches à faire ou pas. Et en fait, j'estime, et en fonction de ça, je propose au client un devis qu'il accepte ou non. Donc j'ai pas vraiment de calcul ou de logiciel ou de choses qui me donnent un prix. J'essaye d'être au plus juste, de pas être trop cher, mais de pas me vendre non plus en dessous. J'essaye de rester correcte et selon ce qui se fait en général aussi par rapport aux autres graphistes. Et si le client s'y retrouve et que je m'y retrouve, et bah ça c'est le top du top. Donc je pense que ça dépend aussi de votre ville, ça dépend aussi des charges que vous avez dans votre entreprise. C'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir énormément de charges liées à mon appart ou à mon auto-entreprise. Donc mon taux horaire et par rapport auquel je facture, je pense que c'est plus que correct. Mais les gens qui sont par exemple sur de plus grandes villes type Bordeaux, Lyon ou Paris, effectivement, ont beaucoup plus de charges et je pense qu'ils peuvent se permettre de facturer un peu plus cher que moi par exemple qui suis à Tours. Mais après, vous faites ce que vous voulez avec vos tarifs. Il y a des gens qui vont facturer 50 balles pour un flyer, et il y en a, ils vont peut-être facturer 500 balles. Mais il en faut pour tout le monde et pour tous les prix. Donc je pense qu'il faut que vous trouviez votre prix juste où vous vous retrouvez après à la fin du mois dans votre chiffre d'affaires. Et la dernière question que j'ai reçue, c'est est-ce qu'au bout de 2 ans, tu arrives à vivre de ton activité? Je pourrais te dire oui, mais je vais vous dire non. Je ne vis pas encore de mon activité de freelance correctement. Alors, pourquoi je dis ça? La première année, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, j'ai réalisé 10 000 € de chiffre d'affaires, qui était mon objectif à atteindre et que j'ai atteint. Mais à ces 10 000 € de chiffre d'affaires-là, on enlève effectivement l'URSSAF et je crois que j'ai dû donner 3 000 €, donc il doit me rester 7 000 € net. On est d'accord, avec 7 000 € par an, on ne vit absolument pas du freelance. Pour cette deuxième année, en estimation, je suis au double, donc à 20 000 € de chiffre d'affaires. Sauf qu'à ça, on enlève 5 000 € d'URSSAF et il me reste 15 000 € net dans ma poche. Ce qui est quand même relativement bas pour vivre une année avec. Après, encore une fois, je vous ai dit, j'ai pas énormément de charges, donc je pourrais vivre avec ces 15 000 € net, puisque quand j'avais fait le calcul sur une année entière, on était aux environs de 1 200 € par mois si je lisse vraiment sur l'année. Ce qui reste en dessous du SMIC, mais je pourrais, je pense, vivre avec cet argent-là. Sauf qu'il ne faut pas oublier que j'ai Pôle emploi, enfin France Travail, qui m'épaule et qui m'aide quand certains mois, je n'arrive pas à atteindre le chiffre d'affaires prévu. Il me complète et me donne de l'argent. Donc je suis un petit peu entre deux, où je pense que je pourrais vivre, mais je galérerais vraiment avec ce que je gagne uniquement avec les studios, mais je suis quand même reconnaissante d'avoir France Travail qui me donne une aide quand je ne peux pas avoir suffisamment d'argent au mois. Sachant que dans ces 15 000 € net, il faut bien sûr enlever l'amortissement de mon matériel, puisque ça coûte quand même une petite blinde, mais aussi les abonnements que je paye. J'en paye pas énormément, mais j'ai Adobe qui doit me coûter 35 € par mois, et j'ai Envato qui doit me coûter 120 € à l'année, donc ça va aussi.
J'ai aussi mon abonnement internet téléphone, mais il a fallu que je prenne aussi ma propre mutuelle puisque je dois couvrir mes frais si jamais il m'arrive quelque chose niveau santé. Et bien sûr mon loyer puisque mon appartement est mon lieu de travail. Donc en fait je pense que si on enlève tout ce que j'ai à payer, il ne doit pas me rester grand chose. Après je vais pas me plaindre, je suis vraiment contente d'avoir atteint mon objectif la première année, la deuxième année d'avoir doublé ce chiffre d'affaires là, mais j'espère que du coup pour la troisième année on tapera les 30 000 euros. Après je pense que pour vivre vraiment correctement, il faudrait que je fasse pas 20 000 de CA, mais 20 000 net. Donc il faudrait que je fasse beaucoup plus de CA pour être rentable, vivre de mon activité et en fait me détacher aussi de France Travail puisque mon art que j'ai, donc l'aide, je vais l'avoir je pense jusqu'au milieu de l'année 2026 puisque ça fait déjà 2 ans que je le touche et qu'effectivement certains mois ils me gardent des jours mais certains mois ils m'en prennent, donc du coup forcément les jours s'épuisent et au bout d'un moment je n'aurai plus cette aide Pôle emploi. Donc c'est pour ça que souvent je vous dis que j'ai les fesses entre deux chaises ou est-ce que j'essaye de faire en sorte de vivre avec cette activité de freelance, sachant que peut-être cette année ça a été une très bonne année, peut-être que l'année prochaine ça sera une catastrophe ou peut-être que j'exploserai tout, je sais pas. Et en fait c'est ce qui me fait peur, c'est le fait que ce soit tellement aléatoire en fait d'être en freelance parce que je peux perdre tous mes clients, je peux gagner plein de clients et en fait c'est de vivre sur une espèce de montagne russe où parfois ça monte et parfois ça descend. Certains mois je peux faire 500 balles de CA et le mois d'après je peux faire 2000 euros de CA quoi. Donc c'est vrai que c'est une gestion quotidienne d'argent, d'activité, de mental aussi, très compliqué. Mais pour répondre du coup à la question, non. Je considère que je ne vis pas encore de mon activité. Du coup, c'était tout pour la FAQ des 2 ans. Merci à ceux qui m'ont posé les questions sur Instagram. On avait Merlinck, Dorian, Camille, Chloé et Julie. C'est super sympa à vous d'avoir participé parce que j'ai pu faire du coup cette vidéo et je trouve que vos questions étaient hyper intéressantes. J'espère aussi que ça aidera potentiellement d'autres graphistes freelance ou d'autres auto-entrepreneurs à en savoir un petit peu plus sur moi, comment je gère mon freelance. Peut-être que ça pourra donner des tips, peut-être que ça pourra vous remettre en question sur certains sujets, peut-être qu'on peut débattre aussi sur certaines choses que j'ai dit en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez parfois de certaines réponses, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo, ça me permet aussi de me remettre aussi un petit peu en question et parfois de réfléchir sur certains sujets sur lesquels des fois je me pose pas forcément de questions. Mais ça permet parfois aussi de mettre des mots sur vos interrogations parce que vraiment je reçois parfois pas mal de questions sur Instagram et je prends toujours un plaisir à vous répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de parler d'un sujet un peu plus personnel de venir sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je réponds toujours à mes DM. De toute façon, j'ai prévu aussi de vous filmer mon bilan de ma 2e année. Comme ça vous permettra aussi de voir comment je suis arrivée à ce stade-là avec Light Studio, comment j'ai fait du coup pour atteindre ce chiffre d'affaires-là et ce que j'ai prévu du coup aussi pour ma 3e année de freelance. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et moi, je te souhaite une bonne journée. Ciao!